Non mais c'est pas... Mais en fait c'est... Non, parce qu'en fait, non. Non mais on est obligé. Je te vois encore. Non, bah, en fait, très jeune. Non, mais en fait, c'est... Non. L'apparition de la fécondation in vitro, qui est une technique répondant à l'austérité, a complètement modifié notre connaissance de ces tout premiers stades du développement de la vie, période essentielle, de la fécondation, mais surtout des premiers stades du développement. Ce qui fait que jusqu'à l'apparition de la fécondation in vitro, en somme jusqu'à il y a 20 ans, on avait vu, peut-on dire, observé, ou microscopiquement peut-être une dizaine ou un peu plus, de 2 dizaines d'embryons. Et le moment crucial où, à la fin de la première semaine de la vie, il s'implante dans l'utérus, ça, ce qu'on appelle la nidation, qui est un moment essentiel. Figurez-vous que l'on en connaissait, avant la fécondation, un seul exemplaire, on peut dire, de la fécondation et des stades immédiats qui lui succèdent, que c'était la boîte noire de toute la vie. La création d'un nouvel être résulte de la rencontre de 2 cellules sexuelles appelées gamètes. En grec, gamète signifie époux ou épouse. Le gamète féminin est l'ovule et le gamète masculin, le spermatozoïde. La femme produit un ovule tous les 28 jours pendant environ 35 ans, donc moins de 500 ovules dans toute sa vie. Au 14e jour du cycle, le follicule se rompt pour libérer l'ovule et se transforme en corps jaune qui sécrète les hormones, en particulier la progestérone, indispensable pour préparer l'utérus à l'implantation et permettre la grossesse. Lors du rapport sexuel, l'homme libère en moyenne 200 à 300 millions de spermatozoïdes, chacun muni d'une longue queue, le flagelle, grâce auquel il se déplace rapidement. Leur tête contient le matériel génétique transmis par le père. Déposés dans le vagin, les spermatozoïdes peuvent vivre 2 à 4 jours, et donc attendre éventuellement l'émission de l'ovule pour le féconder. La période de fertilité ne dure que quelques jours par cycle. La fécondation peut se faire le jour même de l'ovulation, si les spermatozoïdes attendent déjà l'ovule dans la trompe, ou s'il y a un rapport le jour même de la ponte ovulaire, ou le lendemain, si le rapport sexuel n'a lieu que le lendemain de l'ovulation. Tous les rapports sexuels ne sont donc pas fécondants. Ils ne peuvent l'être que quelques jours par mois. Les spermatozoïdes ont ensuite un long chemin à parcourir. Une fois projetés dans le vagin, ils disposent d'environ une demi-heure pour quitter ce milieu acide, sinon ils risquent d'y mourir. Si le rapport a lieu pendant la période où l'ovule est présent, la glaire cervicale, alors fluide et abondante, permet aux spermatozoïdes de poursuivre leur route. Aidés par les contractions de l'utérus, qui se comportent comme une pompe aspirante, ils progressent à la vitesse de 2 à 3 mm par minute. Ils traversent le col de l'utérus, pénètrent dans l'utérus, puis dans les trompes. Les cils vibratiles, tapissant les trompes, aident les spermatozoïdes à remonter la trompe à la rencontre de l'ovule. Ils atteignent le lieu de la fécondation en 1h30 à 2h. De son côté, l'ovule libéré par l'ovaire a été happé par le pavillon. À l'autre extrémité de la trompe, il s'engage alors dans la trompe où les cils vibratiles le font progresser. La rencontre se produit dans la trompe, en général avant que l'ovule ait parcouru le tiers du chemin qui le sépare de l'utérus. Les quelques centaines de spermatozoïdes restants tournent autour de cet ovule 250 000 fois plus gros qu'eux.
Un seul va percer la membrane entourant l'ovule qui change immédiatement de structure physico-chimique, interdisant ainsi l'entrée à tous les autres spermatozoïdes. Le spermatozoïde s'enfonce dans l'ovule. Il perd sa queue. Sa tête grossit et devient un noyau de la même taille que celui de l'ovule. Les deux noyaux fusionnent pour n'en former qu'un avec son patrimoine génétique propre. Et selon que le père ait donné un chromosome X ou Y, le sexe sera féminin ou masculin. L'embryon alors, est constitué par la réunion du stock de gènes de l'homme, transporté par le spermatozoïde, et de la femme, qui est transportée par l'ovocyte. Les deux, et c'est ça la caractéristique de la fécondation, c'est que ces deux stocks fusionnent en un seul noyau. Et dès ce moment-là, il y a mélange des chromosomes d'origine paternelle, d'origine maternelle, et ça constitue un nouvel ensemble qui n'a rien de commun, ou tout au moins, qui n'a que des parties limitées communes, soit avec le géniteur, soit avec la mère, soit avec le père, soit avec la mère. Mais l'ensemble, ce jeu de cartes redistribué, ce jeu des cartes de nos gènes est tellement redistribué que ça fait en effet un jeu neuf, qui n'a pas d'équivalent. Le nombre de nos gènes est tellement important, n'est-ce pas, disons une centaine de milliers de gènes, qui sont brassés de cette manière, ça aboutit à ce que l'on peut affirmer qu'il n'y a pratiquement pas deux individus semblables, sauf cas exceptionnel, où ils seraient issus du même spermatozoïde et du même ovocyte, où ça constitue des jumeaux. Donc, le phénomène de la fécondation, la reproduction, c'est finalement une machine, un mécanisme à maintenir notre espèce, à ce qu'elle se reproduise, mais au moins autant à ce qu'elle se reproduise dans une diversité continuelle. Une trentaine d'heures environ après le rapport sexuel, l'œuf fécondé qui va devenir embryon est pris en charge par les milliers de cils vibratiles et les mouvements de la trompe. Il entreprend alors un voyage de plusieurs jours vers l'utérus. Les premières divisions cellulaires se déclenchent. À son arrivée dans la cavité utérine, la grosse cellule d'origine s'est transformée en 64 petites cellules. L'ensemble a la forme d'une mûre, d'où son nom de morula. « 5 à 7 jours après le rapport sexuel, l'œuf fécondé se fixe sur la face interne de l'utérus, vers le fond. À cet endroit, la muqueuse, particulièrement riche en vaisseaux sanguins, a été préparée par l'hormone progestérone et c'est pourquoi l'embryon peut s'implanter. C'est la nidation. Tout ce processus est complexe et comporte de nombreuses étapes. Il suffit du moindre incident et la nidation n'a pas lieu. Un des accidents possibles est la grossesse extra-utérine, lorsque l'œuf fécondé reste bloqué dans la trompe et ne parvient pas à l'utérus. L'embryon qui aura été formé dans une proportion importante de cas, schématiquement 1 sur 2, ne sera pas normal constitutivement parlant. Là aussi, autre caractéristique de notre espèce, c'est le taux formidable de déchets que la nature fait elle-même. Alors elle a un mécanisme de correction, comme ce sont des embryons qui, de par leur génome, de par leur constitution de chromosomique, sont vraiment très profondément bouleversés. Ils n'ont pas de possibilité de se développer au-delà de quelques jours ou de quelques semaines. La nature, en somme, a prévu, si l'on peut dire, la correction de sa défaillance. Elle laisse se faire un certain nombre d'embryons très mal formés, non viables, mais ils se trouvent éliminés ensuite. L'embryon qui a réussi à s'implanter se compose au moment de la nidation d'une centaine de cellules. Certaines sécrètent l'hormone HCG qui permet à la grossesse de continuer. C'est cette hormone HCG que l'on détecte dans le test de grossesse.
Le nom d'embryon vient d'un mot grec qui veut dire « croître ». La période embryonnaire, c'est-à-dire les 8 premières semaines, correspond à une période de développement intensif et de différenciation des cellules. Selon un programme génétique préétabli, les cellules, au départ toutes semblables, suivent des destins variés, se multiplient, se groupent, se spécialisent. L'embryon a toujours la forme d'une sphère d'un diamètre de 1,5 mm. Un groupe de cellules va commencer à se répartir à la périphérie et devenir la zone frontière avec l'organisme maternel pour tous les échanges et la nutrition. C'est à partir de cette zone périphérique que se développeront le cordon ombilical, la cavité amniotique et le placenta. La cavité amniotique, future poche des os, apparaît au 8e jour. Elle grandit ensuite progressivement. Pendant la 3e semaine de grossesse, l'embryon se développe beaucoup. Les cellules se différencient et se spécialisent, appelées à devenir des organes distincts ou à remplir des fonctions au sein des systèmes nerveux ou respiratoires. À la fin de cette semaine, l'embryon mesure 4 mm. Et déjà, se dessinent des bourgeons qui deviendront les membres et la tête. Vers le 25e jour, le cœur commence à battre et à distribuer le sang dans tout l'organisme. À la fin de la 4e semaine, l'embryon est déjà 10 000 fois plus grand que l'œuf fécondé dont il est issu. La tête est très développée par rapport au reste du corps et l'organisme se termine par une sorte de queue, l'appendice caudal. Dès la fin du 2e mois, il mesure 30 mm et pèse de 2 à 8 grammes. L'extrémité renflée qui sert à la tête a pris du volume. La bouche, les yeux et le nez se dessinent. Les membres sont développés et l'on peut discerner la forme des bras, des avant-bras et des mains munies de doigts, ainsi que des cuisses, des jambes, des pieds avec leurs orteils. Désormais, les principales structures anatomiques sont pratiquement en place. L'estomac, le foie et les reins. Le cœur bat 80 fois par minute. L'embryon s'exerce à avaler, à bouger ses membres, mais ces mouvements réflexes, involontaires, sont imperceptibles pour la mère. Non mais en fait c'est... Non parce qu'en fait non. Non mais on est obligé.